Dans cette vidéo, on va parler d'intégration pour les fonctions à valeur complexe et ça va être l'occasion aussi de généraliser pas mal de notions d'analyse aux fonctions à valeur complexe. Je pense notamment aux notions de continuité et de dérivabilité. Alors, qu'est-ce qu'on appelle une fonction à valeur complexe dans notre programme? C'est une fonction qui prend comme ensemble de départ un intervalle de R et qui est à valeur complexe. Donc attention, ce sont bien uniquement les valeurs de la fonction qui sont complexes et pas les arguments de la fonction. La première remarque qu'on peut faire sur une telle fonction, et d'ailleurs on l'avait faite au premier semestre, c'était que pour tout x appartenant à i, le nombre complexe f de x, on peut toujours écrire que c'est sa partie réelle plus i fois sa partie imaginaire, de sorte qu'on voit qu'une fonction complexe, c'est un peu la donnée de deux fonctions réelles, puisqu'on peut toujours écrire pour n'importe quelle fonction f que c'est sa partie réelle plus i fois sa partie imaginaire. Ici, on a bien des fonctions qui vont de i dans R. Alors, que peut-on généraliser en ce qui concerne les choses qu'on avait vues sur les fonctions à valeur réelle, sur les fonctions à valeur complexe? La première chose qu'on peut généraliser, c'est la notion de limite. On l'avait fait pour les suites à valeur complexe, on peut faire de la même manière pour les fonctions à valeur complexe, en disant que la phrase qui dit que f de x tend vers un complexe L lorsque x tend vers A, on peut la définir comme étant le fait que la distance dans le plan complexe entre f de x et L tend vers 0. La distance dans le plan complexe, on la mesure en prenant le module de la différence entre les deux. Ça, on peut démontrer sans difficulté que c'est équivalent aussi à dire que la partie réelle de f de x tend vers la partie réelle de L et que simultanément, la partie imaginaire de f de x tend vers la partie imaginaire de L. Donc vous voyez que la limite dans C, elle est définie à partir de la notion de limite dans R, quelle que soit la définition qu'on prend sur les deux. Petite remarque, attention, on peut définir que f de x tend vers un nombre complexe, mais pas tend vers plus l'infini. Il n'y a pas de plus l'infini ou de moins l'infini des complexes. Maintenant qu'on a cette notion de limite finie donc pour les fonctions à valeur complexe, on peut avoir la notion de continuité. On dit qu'une fonction à valeur complexe est continue sur i, et bien si, encore une fois, on se ramène à sa partie réelle et sa partie imaginaire, si sa partie réelle et sa partie imaginaire sont continues sur i, ce qui signifie que pour tout a appartenant à i, le nombre complexe f de x tend vers le nombre complexe f de a lorsque x tend vers a, et donc exactement comme on l'a vu dans la définition précédente, ça revient à dire que sa partie réelle tend vers la partie réelle de f de a et que sa partie imaginaire tend vers la partie imaginaire de f de a. Donc toutes ces définitions sont bien cohérentes entre elles. Donc voilà pour la continuité. Ensuite, on peut définir la dérivabilité de f, et même chose, on va dire que f est dérivable si et seulement si sa partie réelle et sa partie imaginaire sont toutes les deux des fonctions dérivables sur i. Dans ce cas-là, ce qu'on appelle la fonction f', eh ben regardez, c'est pas compliqué, on le définit comme étant la dérivée de sa partie réelle plus i fois la dérivée de sa partie imaginaire. De cette façon-là, on a par définition que la partie réelle de f', c'est la dérivée de la partie réelle, et même chose, la partie imaginaire de la dérivée, c'est la dérivée de la partie imaginaire. Maintenant, il y a la question de la représentation géométrique d'une fonction à valeur complexe. Alors, on peut représenter séparément le graphe de sa partie réelle et le graphe de sa partie imaginaire. Ça donne deux graphes de fonctions à valeur dans R, mais en fait, cette représentation n'est pas très intéressante. Il y a une représentation qui est beaucoup plus riche et qui parle beaucoup plus, et de plus qui fait penser à la physique. C'est représenter les valeurs de la fonction dans le plan complexe, qui va nous donner une trajectoire ici dans le plan complexe. Vous voyez que ici, pour chaque x appartenant à i, f de x est un point de C, que l'on peut donc représenter ici dans le plan par sa partie réelle, qu'on lit sur l'axe des abscisses, et sa partie imaginaire, qu'on lit sur l'axe des ordonnées. Vous voyez que ça fait vraiment penser à la physique, c'est même exactement la même chose. Quand vous regardez la trajectoire d'un point dans le plan en physique, eh bien vous avez donc sa position, et sa position, elle est donnée par son abscisse, qui va coulisser sur l'axe des abscisses, et son ordonnée, qui va coulisser sur l'axe des ordonnées. Dans ce contexte, le nombre complexe f' de x, eh bien, il est tout à fait interprétable comme étant le nombre complexe qui représente le vecteur vitesse au point x. D'un point de vue vocabulaire de nombre complexe, on dit que f' de x est l'affixe du vecteur vitesse v, et du coup, par la même occasion, le module de f' de x, c'est la norme du vecteur vitesse v. Bon, voilà, alors ces choses-là, en fait, on les avait déjà vues au premier semestre. On avait aussi vu qu'il y avait des propriétés de calcul qui étaient conservées, comme par exemple la dérivée de la somme, du produit, du quotient, le comportement vis-à-vis des constantes complexes, du coup. Maintenant, il y a des choses qui ne fonctionnent pas pour les fonctions à valeur complexe, et la première chose, c'est le théorème de Rolle. Le théorème de Rolle, pour les fonctions à valeur réelle, il signifie moralement que si vous partez d'un point et que vous arrivez au même point,
au bout droit de votre intervalle, c'est-à-dire si vous avez f2 égale f de b, alors entre a et b, la dérivée de votre fonction doit forcément s'annuler. Ce n'est pas vrai pour une fonction à valeur complexe, et ça se comprend très bien graphiquement. Vous voyez, vous pouvez très bien partir d'un point. Alors ici, vous voyez le point vert 1 vu comme un point du plan complexe. Hein. Vous pouvez très bien partir d'un point et puis ensuite suivre toute une trajectoire qui revient au même point sans jamais que votre dérivée ne s'annule, c'est-à-dire sans jamais que votre vecteur vitesse ne s'annule. Alors on peut le démontrer en prenant une fonction explicite et qui correspond d'ailleurs à notre dessin. Ici, là, on a représenté la trajectoire de la fonction qui a t associe exponentielle de it, hein, puisqu'on a pris un point qui se baladait sur le cercle trigonométrique. Cette fonction, elle vérifie par exemple qu'en 0, elle vaut 1 et en 2π, elle vaut aussi 1. Hein, c'est une fonction qui est 2π périodique, pardon. Et pourtant, quand on regarde sa dérivée, pour tout t appartenant à 0, 2π, f' de t, ça se dérive comme une exponentielle complexe, où ici, i joue le rôle d'une constante complexe. Donc on obtient i fois exponentielle de i fois t. Et cette quantité, elle n'est jamais nulle. En fait, le module ici de f' de t, c'est 1, hein, puisque le module de i c'est 1 et le module de exponentielle de it c'est aussi 1. Donc vous voyez, ici on voit que exponentielle de it, ça décrit un mouvement circulaire sur le cercle trigonométrique qui est de vitesse 1. En particulier, donc, la dérivée ne s'annule jamais. Au passage, grâce à cette représentation des points dans le plan complexe, on peut aussi comprendre physiquement pourquoi le théorème de Rolle va être vrai pour des fonctions qui sont à valeur réelle. Si jamais on reprend le schéma traditionnel du théorème de Rolle, on a ici une fonction qui vaut la même chose en petit a et en petit b, alors là il se trouve qu'on a choisi la constante 1, mais peu importe, et le théorème de Rolle nous dit donc que sa dérivée va s'annuler entre les deux, là ici c'est en un point noté t0, et c'est un point qui de façon générale sera un extrémum local, on l'avait vu dans la démonstration de Rolle, ici c'est un maximum local, on a pris un exemple simple d'une fonction qui est d'abord croissante puis décroissante. Qu'est-ce qui se passe si maintenant on décide de voir cette fonction comme une fonction à valeur complexe, après tout c'est une fonction à valeur réelle, donc c'est une fonction à valeur complexe, et de la représenter dans le plan complexe. Allons-y, c'est une fonction qui initialement, donc en petit a, est en 1. Donc dans le plan complexe, on est ici en 1. 1 vu comme un nombre du plan complexe, donc il est situé ici. Puis ensuite, la fonction est croissante, donc les valeurs de la fonction croissent, mais elles restent réelles, ce qui fait que dans le plan complexe, on reste sur l'axe des abscisses ici, et ce sont des réels de plus en plus grands, donc on a un point qui se déplace vers la droite, jusqu'au point grand M, donc, où ici, c'est ce qu'on pourrait appeler un point de rebroussement, puisqu'on fait en quelque sorte demi-tour après t0, la fonction est décroissante, ce qui fait que dans le plan complexe, le point, cette fois-ci, se déplace vers la gauche jusqu'à rejoindre son point d'origine 1. Vous voyez donc que l'endroit où la dérivée s'annule, c'est-à-dire ici, et ce qui dans la représentation traditionnelle était un extrémum local, va se voir maintenant dans le plan complexe ici, par un point de rebroussement de la trajectoire. C'était bien le fait qu'on était à valeur dans R, c'est-à-dire qu'on était coincé sur l'axe des abscisses, qui faisait que pour revenir à son point d'origine, il y avait forcément un point de rebroussement, ce qui explique le théorème de Rolle, que forcément la dérivée s'annule, alors que quand on est à valeur complexe et qu'on se balade comme on veut dans le plan, on peut très bien revenir à son point d'origine sans jamais avoir ce type de point de rebroussement. Enfin, puisqu'on a défini la notion de continuité et de dérivabilité pour une fonction f, on peut définir la notion de dérivée de deuxième, troisième, kème, et même la notion de fonction de classe ck. Pour tout cas appartenant à grand N, on dit qu'une fonction à valeur complexe est de classe ck sur i, si et seulement si, f est k fois dérivable sur i, et sa dérivée kème est continue sur i, ce qui est complètement équivalent à dire que sa partie réelle et sa partie imaginaire sont des fonctions de classe ck sur i, à valeur dans R bien sûr. Parlons maintenant d'intégration. Si jamais on fixe une fonction f à valeur complexe continue sur un intervalle i, alors pour tout ab appartenant à i, on peut définir son intégrale comme étant sans surprise l'intégrale de sa partie réelle plus i fois l'intégrale de sa partie imaginaire. Vous voyez que cette définition, elle fait appel à la notion d'intégrale pour des fonctions à valeur réelle. Comme conséquence directe de cette définition, on a d'une part que l'intégrale d'une constante, une constante complexe ici lambda, est égale à lambda fois b moins a, on a la linéarité de l'intégrale, et on a la relation de Schall qui reste vraie donc pour les fonctions à valeur complexe. En revanche, ce qu'on n'a bien évidemment pas, c'est la croissance de l'intégrale, hein, puisque la phrase même f plus petit que g pour des fonctions à valeur complexe n'a aucun sens. Donc ça, on laisse tomber. Par contre, bonne nouvelle, ce qui reste vrai, c'est l'inégalité triangulaire,
en ne faisant pas intervenir ici des valeurs absolues, mais des modules. Il est vrai de dire que le module de l'intégrale entre a et b de f est plus petit que l'intégrale du module de f. Les curieux pourront trouver dans les documents la démonstration de cette inégalité triangulaire, qui est d'ailleurs pas très compliquée. Bon, à partir de là, il y a tout un tas de théorèmes qui restent vrais. Tout d'abord, on a le théorème fondamental de l'analyse, et du coup, la formule du crochet, qui peut se montrer tout simplement en séparant partie réelle et partie imaginaire. On a l'intégration par partie qui est vraie parce que la formule de dérivation du produit reste vraie pour les fonctions complexes. On a le changement de variable, qui est une conséquence du théorème fondamental de l'analyse. Et on a l'inégalité de Taylor-Lagrange, qui est vraie, non pas en regardant la valeur absolue de la différence entre f et son polynôme de Taylor, mais en regardant le module. Alors là, c'est un peu plus difficile de voir pourquoi elle reste vraie, puisque dans la démonstration qu'on avait faite dans la vidéo, on avait vraiment utilisé la croissance de l'intégrale, mais il se trouve que cette démonstration peut être réécrite en n'utilisant que l'inégalité triangulaire. Là, les curieux pourront trouver ça dans les documents. Enfin, ce qu'on a pour les fonctions à valeur complexe, c'est l'inégalité des accroissements finis à partir du moment où la fonction f est de classe C1. L'énoncé va être le suivant. Si jamais il existe une constante réelle m positive telle que le module de f' est plus petit que m, alors la fonction est m lipschitzienne au sens suivant, c'est que pour tout x, y appartenant à i, le module de f de y moins f de x est plus petit que m fois la valeur absolue de y moins x. Y moins x, c'est des réels. Donc ici, à droite, c'est une valeur absolue. Alors ça peut paraître étonnant que cette propriété soit vraie, alors que Rolle, on l'a vu, Rolle est faux pour les fonctions complexes. Et dans le cours de sur la dérivabilité, on avait montré l'inégalité des accroissements finis en partant de Rolle. Mais pourtant, elle reste vraie, mais pour une autre raison qui est finalement beaucoup plus simple, qui est que la différence ici, f de y moins f de x, en prenant des x et y coordonnées dans ce sens-là, mais peu importe, sinon on intervertit le rôle de x et y. Donc cette différence f de y moins f de x, on peut écrire que c'est l'intégrale entre x et y de f' de t dt, c'est-à-dire l'intégrale de la vitesse entre les deux. Cette relation, elle est vraie, c'est tout simplement une formule du crochet, puisque une primitive de f', bien évidemment, c'est la fonction f, par définition. Donc maintenant, si on prend le module dans cette égalité, on peut utiliser l'inégalité triangulaire et dire que c'est inférieur à l'intégrale du module de f' de t. Et justement, par hypothèse, ce module, il est plus petit que m. Ce qui fait qu'on peut de nouveau majorer, obtenir cette intégrale-là de m, et cette intégrale, elle vaut m fois y moins x, ce qui permet bien donc de démontrer le théorème. On voit que pour le faire, on a dû avoir comme hypothèse non pas juste que f était dérivable, mais que f était de classe C1 puisqu'on a intégré f', et du coup pour pouvoir intégrer f', il faut que f' soit continu. Cette inégalité des accroissements finis, il ne faut surtout pas passer à côté de son interprétation physique qui est simple et intuitive. Vous voyez que ici, cette hypothèse, le fait que le module de f' soit plus petit que m, d'un point de vue physique, ça signifie que la vitesse du point que vous regardez dans le plan complexe est majorée par m, donc une quantité qu'on pourra appeler Vmax par exemple. La vitesse est majorée en norme par m. Et d'autre part, maintenant, cette quantité, le module de f de y moins f de x, c'est une distance dans le plan. C'est la distance à vol d'oiseau, qu'un physicien noterait delta f, entre votre position initialement de votre mouvement, donc à l'instant x, et ensuite la position finale à la fin du mouvement, à l'instant t est égal y. Du coup, ce que dit l'inégalité des accroissements finis, c'est que donc cette distance delta f dans le plan, elle est inférieure à grand M, c'est-à-dire à Vmax, fois la valeur absolue ici de y moins x, qui en fait est la différence entre les deux instants, l'instant de départ et l'instant d'arrivée. Un physicien appellerait cette quantité delta t. Sous cette forme-là, vous voyez que c'est vraiment une inégalité très simple. Par exemple, si jamais votre vitesse maximale, elle est de 50 km/h et que vous voyagez pendant 1 heure, eh bien, ce théorème vous dit que la distance que vous allez parcourir va être inférieure à 50 km. Profitons de la fin de cette vidéo pour faire un petit bilan du chapitre. On a vu beaucoup d'idées, beaucoup de démonstrations, mais peut-être que vous avez du mal à voir ce qui est réellement important, quels sont les attendus du chapitre. Il n'y en a pas tant que ça. Le premier, peut-être le plus important, c'est de savoir majorer et encadrer des intégrales, mais bon, ça s'apprend par la pratique dans les exercices. Et puis ensuite, réellement, les compétences de cours à savoir faire, c'est d'une part savoir dériver ce type d'intégrales, les intégrales où à la fois la borne du bas et la borne du haut peuvent dépendre de x. Ça, on l'avait vu dans la vidéo sur le théorème fondamental de l'analyse, il faut savoir le faire. Ensuite, il y a l'inégalité de Taylor-Lagrange pour borner la différence qu'il y a entre une fonction f et son polynôme de Taylor, où
obtenir des encadrements, ça revient au même, hein, de la fonction i, f à l'aide de polynômes. Et enfin, il y a reconnaître des sommes de Riemann, alors uniquement en fait dans le cas qu'on utilise en pratique, c'est-à-dire reconnaître une somme comme étant 1 sur n fois la somme des f de k sur n. Et voilà, c'est tout. C'est ça qui est réellement important dans ce chapitre. Notamment ce qu'on vient de voir sur les fonctions à valeur complexe, c'est bien de le savoir, mais c'est pas le centre du chapitre, c'est pas ça qu'on utilise massivement en pratique.